En l'hiver de 1942, l'état d'esprit en Allemagne commença à changer de forme irréversible. Les rumeurs sur l'encerclement de la 6e armée à Stalingrado se répandirent rapidement, et pour la première fois, la possibilité d'une défaite cessa de paraître impensable. Bien que le régime ait tenté de contenir l'impact, quelque chose d'essentiel s'était brisé. 2 ans après, dans les dernières semaines de 1944, cette usure accumulée était déjà visible dans la vie quotidienne. Berlin affronta la Noël sans célébration réelle, entre rationnement, bombardements constants et une population épuisée. Dans ce contexte commença à circuler une phrase qui résumait le climat général. « Sois pratique, offre un cercueil ». L'humour noir reflétait une certitude partagée. La mort était devenue partie de la routine. Au début de 1945, Berlin était une ville épuisée. La capitale du Reich était devenue un paysage de ruines, sirènes et peur. Après des années de guerre et d'usure morale, la ville arrivait à la fin du conflit sans force, devenue la scène où cet effondrement commencé il y a longtemps atteindrait son dénouement définitif. Comment se produisit cet effondrement et pourquoi, même quand la défaite était évidente, tout continua d'avancer vers une fin inévitable. Berlin épuisée, faim, refuge et l'usure morale d'une ville. Le régime nazi eut d'énormes difficultés pour admettre qu'une des formations les plus grandes de la Wehrmacht était condamnée à disparaître entre les ruines de la ville et les steppes gelées du Volga. Pour préparer la population devant les mauvaises nouvelles, Joseph Goebbels, ministre du Reich pour la propaganda et l'illustration publique, annonça une Noël allemande qui, en termes national-socialistas, signifiait austérité et fermeté idéologique, non villancicos ni tradition familiale. Pour 1944, même loi Roty était devenue un souvenir lointain. Dans beaucoup de rues de Berlin, où les façades des édifices s'étaient écroulées, encore pouvaient se voir des tableaux accrochés au mur de ce qui avait été un salon ou une chambre. L'actrice Hildegard Knef observa un piano exposé sur les restes d'un étage effondré et se demanda combien de temps il tarderait à tomber pour rejoindre le tas de décombres. Dans des édifices détruits, des familles écrivaient des messages pour des fils qui revenèrent du front, leur indiquant qu'ils étaient à l'abri et logés dans un autre lieu. Au même moment, des affiches du parti nazi avertissaient avec des lettres claires que le pillage serait puni de mort. Les attaques aériennes étaient devenues si fréquentes que les Berlinaises sentaient qu'ils passaient plus de temps sous terre que dans leur propre lit. Des bombardiers britanniques attaquaient de nuit et des États-Uniens durant le jour. Le manque de sommeil alimentait un mélange étrange d'hystérie contenue et de résignation. La crainte d'être dénoncé à la Gestapo pour défaitisme commença à perdre de la force, comme le reflétaient les blagues qui circulaient ouvertement. Les sigles LSR, correspondant à Luftschutzraum, c'est-à-dire refuge anti-aérien, se réinterprétèrent comme Lern schnell Russisch, apprends le russe vite. Beaucoup avaient cessé d'utiliser le salut Heil Hitler. Quand Lothar Löwe, membre des Juventudes Hitlerianas, le prononça en entrant dans un magasin après être revenu à la ville, le silence fut total. À partir de là, le salut le plus habituel devint Bleib übrig, survie. Le plus grand refuge anti-aérien de Berlin était le bunker du Zoo, une énorme forteresse de béton armée avec des batteries anti-aériennes sur le toit et des refuges souterrains où s'entassaient des foules chaque fois que sonnaient les sirènes. Ursula von Kardorff le décrivit comme un décor théâtral, tandis que des couples s'embrassaient dans les escaliers de béton dans des scènes qui semblaient une parodie grotesque d'une fête de déguisement. La sensation d'effondrement n'affectait pas seulement l'État, mais aussi la vie privée. Beaucoup de personnes dépensaient leur argent sans réfléchir, convaincus que bientôt il n'aurait aucune valeur. Circulaient des histoires de rencontres sexuelles désespérées dans des coins sombres près du Zoo et dans le Tiergarten, une perte de l'innocence qui s'intensifierait encore plus à mesure que l'armée rouge s'approcherait de la ville. Les refuges, illuminés avec des lumières bleues, offraient une expérience claustrophobique. Les gens entraient avec leurs vêtements les plus épais et de petites valises de carton avec de la nourriture de base. Il y avait une salle médicale tenue par une infirmière, même préparée pour des accouchements qui semblaient s'accélérer par les vibrations des explosions. Quand les bombardements endommageaient l'approvisionnement électrique, les lumières faiblissaient et les murs peints avec du matériel luminescent brillaient dans l'obscurité. L'eau se coupait habituellement quand les tuyaux étaient atteints
et les lavabos devenaient rapidement des foyers de saleté, quelque chose de particulièrement angoissant pour une société obsédée par l'hygiène. Dans certains refuges, les autorités en vinrent à fermer les toilettes à cause des nombreux suicides de personnes déprimées qui s'enfermaient pour s'enlever la vie. Pour une population d'environ 3 millions d'habitants, Berlin ne disposait pas de suffisamment de refuges, ce qui provoquait un entassement extrême. Dans des stations comme Gesundbrunnen, conçues pour 1500 personnes, s'entassaient plus de 4000. L'air devenait irrespirable et la condensation gouttait depuis les plafonds. Pour mesurer le niveau d'oxygène, on utilisait des bougies. Quand une placée sur le sol s'éteignait, les enfants étaient tissés sur les épaules. Si une autre, située sur une chaise, s'éteignait, commençait l'évacuation du niveau. Si une troisième, à la hauteur du menton, vacillait, tout le refuge devait être évacué peu importe l'intensité de l'attaque. Les travailleurs étrangers, environ 300 000 dans la ville, identifiés par des lettres peintes sur leurs vêtements selon leur pays d'origine, avaient l'interdiction d'accès aux refuges souterrains. Cette exclusion répondait tant à la politique raciale nazie qu'à la priorité absolue de protéger les citoyens allemands. Les Ostarbeiter, provenant en leur majorité d'Ukrania et Biélorussia, étaient considérés comme sacrifiables. Cependant, certains travailleurs étrangers employés dans des usines d'armement avaient créé des espaces culturels propres dans des stations comme Friedrichstrasse, avec des journaux et des représentations théâtrales clandestines. À mesure qu'avançait l'armée rouge, leur morale croissait tandis que celui de leurs exploiteurs sombrait. La peur de l'avance soviétique avait des racines profondes. Goebbels raviva constamment le souvenir des atrocités commises à Nemmersdorf l'automne précédent, quand des troupes soviétiques étaient entrées en Prusse orientale. La crainte de l'envahisseur slave se transforma facilement en haine. Des histoires personnelles illustraient la brutalité quotidienne des bombardements. Un homme marié, qui évitait de descendre au refuge commun pour ne pas lever de soupçons sur sa relation extra-conjugale, resta coincé sous les décombres après un impact direct. Il fut sauvé par un adolescent et un travailleur tchèque, et le jeune dut ensuite informer l'épouse du blessé, qui réagit avec furie en découvrant l'infidélité. Le général Günther Blumentritt était convaincu que les bombardements avaient généré un sentiment de camaraderie nationale, bien que pour la fin de 1944, cet effet ait divisé la population entre fanatiques et fatigués de la guerre. Berlin avait été historiquement un bastion d'opposition au nazisme, mais sauf une minorité très réduite, la résistance se limita à des plaintes privées. L'attentat du 20 juillet de 1944 contre Hitler horrifia la majorité. Même ainsi, beaucoup s'accrochèrent à la propagande sur les armes miraculeuses et à la figure du Führer, convaincus qu'il changerait le cours du conflit. Le lancement de l'offensive des Ardennais en décembre de 1944 raviva brièvement l'enthousiasme parmi les fidèles de Hitler. Des rumeurs absurdes parlèrent d'armées états-uniennes capturées au moyen de gaz anesthésiants. Cependant, le haut commandement allemand ne partageait pas cet optimisme. Des officiers de l'état-major craignaient que l'opération ne fragilise le front oriental juste quand le danger était plus grand. L'attaque, menée par la 6e armée Panzer-SS de Sepp Dietrich et la 5e armée Panzer de Hasso von Manteuffel, manquait du combustible nécessaire pour atteindre son objectif final, Amberes. Pendant ce temps, le général Heinz Guderian, chef de l'OKH, voyagea au quartier général de Hitler pour avertir sur l'imminente offensive soviétique depuis le Vistula. En se basant sur les rapports du général Reinhard Gehlen, il alerta d'une supériorité soviétique écrasante en hommes, chars, artillerie et aviation. Hitler rejeta ces chiffres avec furie, les qualifiant d'absurdes. Ni lui ni son cercle le plus proche ne voulurent accepter la réalité. Même Heinrich Himmler minimisa la menace, convaincu que l'attaque soviétique était une tromperie. Le 12 janvier de 1945, l'armée rouge lança finalement son offensive depuis le Vistula. Des millions de soldats avancèrent sous des conditions hivernales extrêmes. Les attaques, soigneusement planifiées par la Stavka sous le contrôle direct de Staline, rompirent rapidement les lignes allemandes. Zhukov, Konev et Rokossovski dirigèrent des fronts qui surpassaient largement leurs opposants. Les défenses allemandes s'effondrèrent comme un château de cartes, confirmant l'avertissement que Guderian avait formulé sans être écouté. La chute de Varsovia et l'irruption soviétique en Prusse orientale déclenchèrent l'un des plus grands déplacements de population de l'histoire. Des millions de civils fuirent au milieu de l'hiver, tandis que les forces soviétiques avançaient avec un mélange de discipline militaire et de violence incontrôlée,
La terreur, la vengeance et l'effondrement administratif marquèrent le début d'une phase finale qui conduirait, de forme inexorable, jusqu'aux portes de Berlin. Le Vistula brisé, milices forcées, fuite massive et une armée sans contrôle. Au début de 1945, la relation entre l'armée allemande et la population civile avait changé de forme irréversible. Les officiers continuaient de s'adresser à leurs soldats avec un langage paternaliste hérité de la tradition prussienne, les appelant enfants, mais cette fiction d'unité ne soutenait plus rien. Le sacrifice constant, perçu comme inutile, alimentait une rage silencieuse. À Berlin et d'autres villes, des civils commencèrent à protéger des déserteurs et à interpeller ouvertement des officiers et sous-officiers quand ils les voyèrent faire marcher des colonnes de soldats par les rues. Les femmes criaient qu'ils envoient combattre les hiérarques du parti. Les hauts cadres nazis, reconnaissables par leurs uniformes, étaient insultés en public. Même ainsi, il n'existait pas un climat révolutionnaire comme celui de 1918. La majorité savait que tant qu'il resterait de la nourriture, il n'y aurait pas d'éclatement. L'administration allemande, piégée dans sa propre inertie bureaucratique, réagit tard et mal. Les autorités sanitaires de Berlin ordonnèrent de créer des dizaines de milliers de lits d'urgence pour civils et militaires, sans tenir compte de la destruction des hôpitaux ni du manque de personnel. Les médecins et infirmières étaient débordés et ne pouvaient même pas transférer les patients au sous-sol durant les bombardements. Au même moment, les directeurs d'hôpitaux devaient négocier avec différents bureaux du parti nazi pour éviter que leur personnel ne soit recruté par le Volkssturm. Cette milice populaire avait été créée des mois auparavant par décision politique, non militaire. Hitler se méfiait profondément du haut commandement de l'armée et voulut que cette force reste hors de son contrôle. Himmler était le candidat naturel pour la diriger, mais Martin Bormann réussit à ce que l'organisation dépende des Gauleiter du parti. Le résultat fut un mélange d'adolescents et de vieillards, mal entraînés et pire armés. Goebbels impulsa une campagne propagandiste intense. Dans les cinémas se projetaient des images de jeunes et vieux marchant ensemble, recevant des Panzerfaust et jurant loyauté au Führer. Beaucoup de civils, étrangers à la réalité du front, crurent encore à ce spectacle. Parmi les soldats professionnels, la réaction fut très différente. Beaucoup restèrent horrifiés en apprenant que leurs pères ou frères cadets étaient entraînés les dimanches. La majorité doutait ouvertement qu'une milice improvisée puisse résister à l'armée rouge. En Silésie, plusieurs bataillons du Volkssturm furent envoyés défendre des positions sans armes anti-chars suffisantes. Les chars soviétiques les traversèrent sans s'arrêter. En parallèle, l'offensive soviétique déchaîna une évacuation massive. Des camps de prisonniers de guerre et de concentration furent évacués à marche forcée. Des colonnes de prisonniers avancèrent à travers des paysages couverts de neige sans savoir où ils allaient. Dans l'un de ces transferts, des prisonniers britanniques croisèrent un groupe de soviétiques épuisés. Quand ils tentèrent de les aider, un garde du Volkssturm frappa brutalement l'un d'eux. La réaction furieuse des Britanniques montra jusqu'à quel point la brutalité s'était normalisée. Pendant ce temps, dans la coupole nazie se développait une lutte silencieuse pour le pouvoir. Himmler, renforcé après l'attentat du 20 juillet, aspirait à succéder à Hitler. Bormann, qui contrôlait l'accès au Führer, manœuvrait pour l'écarter. Il profita de l'ambition de Himmler et réussit à ce qu'il soit envoyé au sud-ouest de l'Allemagne avec un commandement militaire sans pertinence réelle. De là, Himmler ne perçut pas que son influence à Berlin s'érodait rapidement. Sur le front oriental, les avertissements de Guderian se accomplirent. Le front du Vistula s'effondra complètement. Les unités soviétiques avançaient jour et nuit, profitant de la surprise et du chaos dans le système de commandement allemand. Les rapports tardèrent trop à arriver à Hitler, et quand des ordres étaient émis, la situation avait déjà changé. Les tankistes soviétiques avançaient avec un mélange d'épuisement et d'euphorie, trouvant des équipements allemands abandonnés et des prisonniers désorientés. En janvier, les forces de Zhukov et Konev avancèrent à une vitesse que même leurs propres quartiers généraux ne pouvaient suivre. Des villes comme Lodz tombèrent avant ce qui était prévu. Dans d'autres zones, des colonnes allemandes isolées erraient par les forêts tentant de s'ouvrir un chemin vers l'ouest. Certaines formations, comme le corps blindé de Nering, réussirent à s'échapper en traversant l'Oder après avoir détruit leur propre matériel pour ne pas le laisser derrière. Ce même progrès révéla une réalité encore plus sombre. Les troupes de Konev découvrirent le complexe de Auschwitz.
Des milliers de prisonniers mourants restèrent derrière quand les SS évacuèrent le camp. Les officiers soviétiques réunirent des témoignages, photographièrent les restes et envoyèrent des rapports à Moscou. La magnitude de ce qui fut découvert renforça chez beaucoup de soldats la conviction qu'ils ne devaient pas montrer de pitié. Tandis que le front militaire s'écroulait, des millions de civils fuyaient. Des familles entières abandonnèrent la Prusse orientale, la Silésie et Pomérania en plein hiver. Des femmes et des enfants avançaient avec des charrettes, des poussettes ou à pied, affrontant le froid extrême et la rareté des aliments. Beaucoup d'animaux de trait moururent en chemin. D'autres étaient abandonnés sans même être sacrifiés. La peur poussait à continuer d'avancer. Les villes réceptrices n'étaient pas préparées. À Berlin arrivaient des dizaines de milliers de réfugiés chaque jour. Les autorités tentèrent de dévier les trains pour éviter des épidémies. Dans la Baltique, l'évacuation par mer fut tardive et chaotique. De grands navires surchargés prirent le large sans protection suffisante. Le naufrage du Wilhelm Gustloff causa la mort de milliers de personnes et devint la plus grande catastrophe maritime connue. Hitler réagit avec des mesures chaque fois plus irréelles. Il nomma Himmler commandant du groupe d'armées Vistula récemment créé, malgré son manque total d'expérience opérationnelle. Le quartier général fut improvisé dans un train spécial sans cartes actualisées, sans communications adéquates et sans une structure réelle de commandement. Les tentatives de contre-attaque se basèrent sur des consignes, non sur des forces disponibles. Quand les troupes soviétiques atteignirent l'Oder et établirent des têtes de pont, l'impact psychologique fut énorme. Berlin comprit que l'ennemi était à moins de 100 kilomètres. Des unités du Volkssturm et de jeunes recrues furent envoyées contre des positions bien défendues. Beaucoup moururent en question d'heures. Les renforts improvisés échouèrent l'un après l'autre. En parallèle, les alliés occidentaux se réunissaient avec Staline à Yalta. Tandis que l'armée rouge avançait vers Berlin, les puissances décidaient du futur de l'Europe. Staline laissa clair que sa priorité était la sécurité soviétique et le contrôle de la Pologne. Roosevelt, affaibli physiquement, cherchait à assurer la coopération soviétique contre le Japon. Churchill tenta sans succès de freiner l'expansion de l'influence soviétique en Europe centrale. Les décisions prises en Crimée coïncidèrent avec une intensification de la guerre aérienne. Des bombardements massifs dévastèrent des villes allemandes pleines de réfugiés. Le régime répondit avec des menaces et de la propagande, tandis que ses leaders se protégeaient dans des trains spéciaux et des résidences sûres. La distance entre la rhétorique du sacrifice et la réalité du pouvoir ne fut jamais aussi évidente. À la fin de février, le front oriental était arrivé à l'Oder. Les forces soviétiques consolidaient des positions, réorganisaient des approvisionnements et assurèrent leurs flancs. L'effondrement allemand n'était plus une possibilité future, mais un processus en marche. La route vers Berlin était ouverte, bien qu'il restât encore des combats à livrer avant le coup final. L'arrière-garde cachée, NKVD, Smerch et le nettoyage après l'avance. Le 14 février de 1945, en Prusse orientale, une colonne de véhicules militaires avec des insignes de l'armée rouge abandonna la route principale entre Rastenburg et Angerburg et prit un détour étroit qui s'enfonçait dans une forêt de pins. La zone transmettait une sensation dense et éteinte. Après quelques minutes, apparut une haute clôture de fils de fer barbelés, couronnée de spirales de concertina. Une pancarte en allemand avertissait « Halte, installation militaire, entrée interdite aux civils ». C'était l'entrée de l'ancien quartier général de Hitler, la Tanière du Loup. Les camions transportèrent des troupes frontalières de la 57e division de fusiliers du NKVD. Les officiers portaient l'uniforme de l'armée rouge, mais ne répondèrent pas à leur chaîne de commandement. Ils étaient membres du Smerch, la contre-intelligence soviétique, et en théorie ne rendèrent des comptes que devant Staline. Leur relation avec les unités du front était tendue. Le matériel qu'on leur avait assigné était en mauvais état, provenant d'unités qui s'étaient défaites de leur pire équipement. À la tête du groupe allait Viktor Semyonovitch Abakoumov, commissaire de sécurité de l'État de second rang. Beria l'avait nommé chef du Smerch en avril de 1943, après Stalingrado. Abakoumov avait été envoyé en Prusse orientale pour appliquer des mesures de sécurité après l'avance du 3e front biélorusso. Sous son contrôle direct se trouvaient environ 12 000 hommes du NKVD, plus que dans n'importe quel autre front soviétique en territoire allemand. La neige humide couvrait le sol. Les hommes mirent pied à terre et bloquèrent le chemin avant d'initier l'inspection. On craignait des pièges explosifs.
Aux deux côtés de l'accès apparurent des bunkers de pierre, avec des mines et du matériel de camouflage. Dans les baraquements, ils trouvèrent des restes du bataillon d'escorte du Führer. La crainte de Hitler face à un assaut aéroporté soviétique l'avait conduite à élargir sa garde jusqu'à la convertir en une brigade mixte. À mesure qu'ils avançaient par la forêt, Abakoumov observa des signaux qui avertissaient de champs minés et de l'interdiction d'abandonner le chemin. Il prenait des notes de tout pour son rapport à Beria, sachant qu'il finirait entre les mains de Staline, obsédé par les détails de la vie de Hitler. Le complexe, d'environ 4 km², était extraordinairement bien camouflé. Des filets verts couvraient les chemins et édifices, les lignes droites se rompaient avec des arbres artificiels, les lumières extérieures étaient de couleur bleu foncé, et même les postes d'observation, de plus de 30 mètres, imitaient des pins. Dans le périmètre intérieur, ils trouvèrent des défenses de béton, des grillages, des champs de mines et des positions de tir. Les bunkers de l'entrée principale avaient été sautés après la sortie définitive de Hitler en novembre de 1944, bien qu'Abakoumov ne semblât pas savoir quand le lieu avait été abandonné. Dans le noyau central, ils découvrirent des refuges avec des persiennes blindées connectées à un garage souterrain pour 18 véhicules. Seulement en trouvant un panneau qui indiquait « Adjudant du Führer » et une photographie de Hitler avec Mussolini, ils identifièrent avec certitude le lieu. Abakoumov ne montra aucune émotion. Il s'intéressa surtout aux dimensions des constructions et suggéra que des spécialistes soviétiques étudient le complexe. Malgré la victoire proche, les dirigeants soviétiques ne semblèrent pas se sentir en sécurité. Derrière les lignes avançaient les unités du NKVD et du Smersh, considérées indispensables pour éliminer des éléments considérés peu fiables. En Prusse orientale et en Silésie, leur priorité fut de localiser des traînards allemands. Tout membre du Volkssturm était traité comme un soldat régulier. Des vieillards qui étaient restés dans leur ferme furent catalogués comme saboteurs. Des centaines furent exécutés sur le champ, bien que les chiffres réels fussent plus grands. En Pologne, l'objectif n'était pas des collaborateurs nazis, mais des membres de la résistance liés au gouvernement en exil. L'Armia Krajowa fut considérée comme ennemie. Des officiers soviétiques assumaient que la Pologne était une partie naturelle de leur sphère. Le NKVD nomma des conseillers de haut rang dans le nouvel appareil de sécurité polonais et reprit les déportations et purges. Pendant ce temps, dans l'arrière-garde allemande, se succédaient rafles, perquisitions et exécutions. Des forêts entières étaient balayées en quête de Volkssturm cachés. On utilisait des chiens pisteurs, on incendiait des maisons et on tirait contre ceux qui fuyaient. Beaucoup de rapports exagéraient des menaces inexistantes. Des vieillards et paysans furent décrits comme des saboteurs entraînés. Dans certains cas, les propres soviétiques endommagèrent des infrastructures et ensuite blâmaient la résistance allemande. Le NKVD combattait aussi sa propre indiscipline. Des soldats soviétiques désertaient et formaient des bandes armées. Le pillage était généralisé. Des officiers dénonçaient que leurs propres troupes commerçaient avec des biens volés. On ne punissait pas le vol, seulement le fait de le faire sans autorisation. Au même moment, commencèrent les déportations massives de civils allemands. Des hommes et femmes d'entre 17 et 50 ans furent envoyés à des bataillons de travail forcé. Beaucoup furent transférés en Ukraina et en Biélorussia. Des femmes jeunes étaient séparées de leurs enfants. Le traitement incluait de la violence systématique. En parallèle, des milliers de citoyens soviétiques libérés du travail esclave furent soumis à des interrogatoires. La priorité n'était pas l'attention médicale, mais de détecter de supposés traîtres. On créa des camps de filtrage avec des programmes de rééducation politique. Beaucoup d'anciens prisonniers craignaient de rentrer à la maison. Bien que certains fussent réincorporés à l'armée pour l'offensive finale, d'autres finiraient au goulag après la guerre. Tandis que l'arrière-garde était nettoyée, le front se déplaçait vers le nord. En Pomérania, Zhukov et Rokossovski détruisirent ce qu'on appelait le balcon baltique. Les forces soviétiques avancèrent vers la mer et coupèrent de grandes unités allemandes. Des villes tombèrent avec rapidité. La cavalerie soviétique captura des localités par surprise. Le 1er mars, les chars atteignirent la Baltique près de Kolberg. Des divisions allemandes restèrent isolées. Parmi elles, la division SS Charlemagne, formée par des volontaires français, qui réussit à s'échapper et finirait par combattre à Berlin. Hitler réagit avec des insultes envers ses généraux. Il destitua des commandements et nia la réalité de l'effondrement.
À Danzig et Gdynia, la priorité allemande fut d'évacuer les civils. Des centaines de milliers s'entassèrent dans les ports. La marine allemande évacua sans repos sous des bombardements constants. Des navires de guerre appuyèrent depuis la mer, jusqu'à ce que l'artillerie soviétique ferme l'encerclement. Les villes furent rasées et des milliers moururent sur les quais. Pendant ce temps, en Silésie, Konev entoura Breslau et traversa l'Oder. Ses armées assurèrent des têtes de pont-clés. La résistance allemande fut féroce, mais mal approvisionnée. La discipline s'imposa aux moyens d'exécution sommaire. Également du côté soviétique, on punissait les erreurs par de longues condamnations. En mars, Hitler réalisa sa dernière visite au front de l'Oder. Il apparut vieilli et épuisé. Il écouta les rapports et retourna à Berlin en silence. Jamais il ne retournerait sortir du bunker. Le 8 mars, Staline appela Zhukov à Moscou. Tandis qu'on décidait du destin de l'Allemagne, l'avance alliée à l'ouest accéléra la course. Staline approuva le plan pour l'offensive finale. L'objectif était clair. Berlin devait être prise par l'armée rouge et cela devait être fait au plus vite. Intrigue dans la coupole, quand commander ne compte plus. Tandis que l'armée rouge finissait d'écraser la résistance allemande en Pomérania, la capitale du Reich était devenue un vivier de rumeurs, intrigues et attentes irréelles. Lors d'une réception offerte par le général von Tippelskirch à Mellensee, des diplomates militaires étrangers vinrent moins par courtoisie que par curiosité. Là, loin des communiqués officiels, ils pouvaient écouter ce que les officiers allemands pensaient réellement. Beaucoup parlaient ouvertement du désastre dans le Nord, du manque total de réserves et d'une guerre qui ne pouvait plus se soutenir. Certains s'accrochaient à l'idée que Hitler était gravement malade et que sa disparition mettrait fin au conflit. D'autres avertissaient de l'incrément de l'activité communiste à Berlin et d'un possible mutin du Volkssturm. Les conversations dérivaient avec fréquence vers un espoir persistant, négocier avec la Grande-Bretagne. Des officiers assuraient que les Britanniques avaient la responsabilité d'empêcher que la culture allemande soit rasée par ce qu'ils décrivaient comme une inondation rouge. Encore beaucoup croyaient que de ne pas s'être prolongée la résistance britannique en 1940, la Wehrmacht aurait concentré toutes ses forces contre l'Union soviétique avec un résultat complètement différent. Pour l'observateur suédois Julin Danfel, ces scènes étaient chargées de sentimentalisme et de tristesse. L'officialité allemande continuait piégée dans ses propres illusions. Cet auto-aveuglement n'était pas exclusif de l'entourage de Hitler. Dans de larges secteurs de l'armée, les critiques au régime ne naissaient pas d'un questionnement moral de la guerre ni des atrocités commises, mais d'une frustration pragmatique et personnelle. Beaucoup d'officiers ressentaient la préférence du Führer pour la Waffen-SS et le mépris systématique envers l'état-major. Ils critiquaient aussi la tendance à responsabiliser les commandements de terrain pour des échecs décidés d'en haut. Même ainsi, ce malaise ne se traduisait pas par un rejet du conflit en soi. Pour la majorité, l'erreur n'avait pas été la guerre à l'Est, mais de ne pas l'avoir gagnée. À Berlin circulaient même des idées d'un dernier coup désespéré sur le front oriental pour pousser l'armée rouge de retour à la frontière préalable à la guerre. Cette fantaisie ignorait complètement la réalité du front. L'offensive soviétique avait détruit toute capacité allemande pour lancer des opérations d'envergure. La question n'était plus si l'armée rouge arriverait à Berlin, mais combien de temps elle tarderait depuis l'Oder. Ce fleuve était devenu l'axe de la confrontation finale. La forteresse de Kustrin, située à la confluence de l'Oder et du Warthe, était considérée comme la porte d'entrée de la capitale. Zhukov avait besoin d'unir les deux grandes têtes de pont soviétiques pour créer une large zone de concentration. Hitler, en revanche, insistait sur une contre-attaque impossible depuis Francfort an der Oder pour encercler la 8e garde de Tchoukov. Guderian tenta d'arrêter le plan, conscient du manque d'aviation, artillerie et chars de combat. Le résultat fut un chaos opérationnel qui permit aux armées de Berzarin et Tchoukov de fermer l'encerclement sur Kustrin. Même ainsi, Guderian continuait convaincu qu'une sortie négociée pouvait sauver l'armée allemande de la destruction totale. Lors d'une rencontre informelle dans les jardins de la chancellerie du Reich, il s'adressa directement à Himmler. Il lui exposa que la guerre était perdue et qu'il fallait arrêter le massacre. Himmler, évasif, répondit qu'il était encore tôt. Certains dans les SS tâtèrent discrètement des contacts avec la Suède, mais même au sein de l'armée, beaucoup considéraient Himmler comme la personne la moins adéquate pour négocier. Peu après, Hitler écarta Guderian sous le prétexte de sa santé.
Le fond était autre. Le Führer ne tolérait plus de contradictions. Sa réaction devant chaque revers suivait un patron. Silence initial et explosion de furie postérieure, accompagnés de châtiments exemplaires. Des officiers étaient exécutés, des unités humiliées publiquement, même des formations de la Waffen-SS étaient dépouillées de leurs distinctifs pour s'être retirées sans permission. La loyauté s'exigeait sans condition, mais ne se récompensait pas. L'affrontement final entre Hitler et Guderian éclata durant une conférence dans le bunker de la chancellerie. Là, en présence de Keitel, Jodl et d'autres généraux, le Führer déchargea son mépris sur le corps des officiers, les accusant d'incompétence. Guderian défendit ses subordonnés et signala le manque de munitions et de ressources. La discussion atteignit un niveau alarmant. Hitler finit par lui ordonner d'abandonner Berlin. Pour beaucoup d'officiers, ce moment confirma que le pouvoir était resté entre les mains d'un cercle réduit et déconnecté de la réalité. Hans Krebs remplaça Guderian comme chef de l'état-major. C'était un officier de bureau, habile dans le traitement personnel et sans expérience récente de combat. Juste le profil que Hitler préférait. Autour de lui se consolidait la clique du pouvoir. Bormann, toujours omniprésent, Himmler chaque fois plus affaibli, Göring, soutenu par la nostalgie de son ancien prestige, Goebbels, indispensable pour la propagande, mais surveillé, et Dönitz, estimé pour son obéissance et pour la promesse de nouveaux sous-marins. Dans cet environnement, les intrigues étaient constantes. Bormann accumulait des soutiens, Fegelein conspirait pour monter, et Himmler semblait ignorer comment son influence s'évanouissait. Eva Braun retourna à Berlin pour rester auprès de Hitler jusqu'à la fin, un mouvement qui avait été connu d'avance par le cercle le plus proche. Le pouvoir ne s'exerçait plus au moyen de décisions stratégiques, mais à travers des rivalités personnelles. Pendant ce temps, la répression interne s'intensifiait. Des prisonniers étaient évacués vers l'intérieur du Reich, des camps étaient vidés au moyen de marches forcées et les plus faibles exécutés. Les forces de sécurité réagissaient avec brutalité devant le pillage et n'importe quel signe de désordre. Des travailleurs forcés étrangers subissaient des représailles particulièrement dures. En parallèle, Bormann voyageait pour inspecter des mines et de possibles cachettes de biens du régime, avant de retourner à Berlin pour accompagner Hitler dans l'émission de l'ordre de terre brûlée. Cet ordre exigeait de détruire tout ce qui pourrait être utile à l'ennemi. Speer tenta de le freiner, avertissant que cela signifiait condamner la population allemande à la disparition. La réponse de Hitler fut claire. Si la guerre se perdait, le peuple ne méritait pas de survivre. Speer fut écarté formellement, mais réussit à conserver le contrôle des explosifs et à bloquer beaucoup de démolitions, profitant des contradictions du propre Führer. Sur le plan militaire, Heinrici assuma la défense de Berlin avec une vision très différente de celle du parti. Sa priorité était d'éviter un combat urbain prolongé. Avec Speer, il tenta de préserver des ponts et infrastructures vitales. Le commandant désigné pour la défense directe de la capitale, le général Reimann, se trouva piégé entre des ordres contradictoires, la rareté de troupes et l'interférence constante des autorités nazies. La soi-disant forteresse Berlin n'existait que sur le papier. Les forces disponibles étaient une mosaïque improvisée, unités anti-aériennes, policiers, bataillons d'ingénieurs, Volkssturm sans entraînement, ni armes suffisantes. Beaucoup de ces hommes dépendaient de leur propre famille pour s'alimenter. La discipline se maintenait seulement au moyen de menaces. Même ainsi, les désertions étaient constantes. Au même moment, le régime impulsait des projets désespérés comme le Werwolf, une supposée réseau de résistance destiné à continuer la lutte après l'occupation. Dans la pratique, ce fut un mélange de propagande, terreur interne et plans irréalisables. Des jeunes des Juventudes Hitleriana recevaient des instructions vagues, des explosifs défectueux et des consignes grandiloquentes. La majorité retournait à la maison ou était capturée sans offrir de résistance réelle. Dans les casernes de l'Oder, l'attente se faisait interminable. Des soldats mal équipés creusaient des tranchées sans savoir quand arriverait l'attaque. Le manque de munitions, d'eau potable et de nourriture détériorait le moral. Les plus jeunes supportèrent des bombardements, attaques aériennes et la peur constante des patrouilles ennemies. Les vétérans tentaient de créer des refuges improvisés qui rendraient plus supportable l'attente. À l'autre côté du fleuve, l'armée rouge se préparait méticuleusement. On accumulait des approvisionnements, on réorganisait les unités et on renforçait les rangs avec des prisonniers du goulag et d'anciens prisonniers de guerre, traités avec méfiance.
La propagande soviétique alimentait la haine et le désir de vengeance, rappelant une et autre fois les atrocités commises en territoire soviétique. Au même moment, on instruisait les soldats dans l'usage d'armes capturées, spécialement le Panzerfaust, anticipant le combat urbain qui s'approchait. La ligne de l'Elbe, diplomatie, méfiance et le frein occidental. Tandis que les armées alliées avançaient depuis des directions opposées vers le centre de l'Allemagne, à Berlin s'étendait une sensation amère d'attente. Certains habitants, avec ironie, disaient que les optimistes apprenaient l'anglais et les pessimistes le russe. À Moscou, ce climat alimentait une inquiétude croissante. Il ne s'agissait pas seulement de l'avance militaire, mais d'une course politique et symbolique pour le contrôle du dénouement. La fin de la guerre était devenue aussi une dispute stratégique. À l'ouest, les forces états-uniennes avançaient avec une rapidité qui surprenait même leur propre commandement. Après l'effondrement de grands groupements allemands dans le bassin industriel, plusieurs divisions commencèrent à se diriger vers le grand fleuve qui séparait le dernier tronçon avant Berlin. La possibilité de le traverser et de continuer vers la capitale n'était pas tout à fait fermée. Les ordres étaient clairs, profiter de n'importe quelle opportunité. Entre ces unités se détachait une division blindée particulièrement puissante, formée par des soldats aguerris, beaucoup d'entre eux marqués par des années de privation avant la guerre. Son commandant avait tracé avec anticipation une route directe vers l'Est, en s'appuyant sur les grandes voies de communication qui conduisaient au cœur du Reich. D'autres divisions avançaient en parallèle, chacune suivant son propre axe, traversant des villes, entourant des foyers de résistance et trouvant, avec fréquence, une reddition massive de troupes allemandes épuisées. Le rythme était si intense que les soldats s'arrêtaient à peine. Ils dormaient peu, réparaient des véhicules sur la marche et continuèrent d'avancer. Pour beaucoup, l'objectif semblait évident. Dans des rencontres informelles, même depuis les plus hauts niveaux de commandement, on transmettait la sensation que rien ne s'interposait plus entre eux et Berlin. Pendant ce temps, au nord et au sud, d'autres forces alliées avançaient aussi, libérant des territoires et se trouvant avec une réalité que peu étaient préparés à assumer. La vision de camps et de prisons révéla un niveau d'horreur qui laissa une empreinte profonde chez ceux qui en furent témoins. Cela changea pour toujours la perception de la guerre pour beaucoup de soldats occidentaux. La vitesse de l'avance eut des conséquences imprévues. Dans certaines zones, des unités allemandes radicalisées réagirent avec une violence extrême avant de se retirer. Ce furent des épisodes chaotiques, incontrôlés, qui marquèrent le paysage humain des derniers jours du Reich. Rien de cela n'altéra cependant la tendance générale. L'effondrement était irréversible. En contraste avec l'image rigide du soldat allemand, les soldats alliés surprenaient la population civile. Ils mâchaient du chewing-gum, fumaient, donnaient des noms personnels à leurs véhicules. Mais ils partageaient aussi des habitudes universelles de n'importe quelle armée en retraite ou en avance. Le pillage, malgré son interdiction, apparut de forme dispersée, tant à l'ouest qu'au nord. Les ordres existaient, mais le contrôle absolu était impossible dans un territoire qui s'effondrait. Les différences entre les armées alliées étaient évidentes. Certains combattaient avec l'idée de retourner bientôt à la maison. D'autres regardèrent le futur avec pragmatisme ou avec désir de réparation historique. Depuis l'Est, la vision était complètement différente. Pour le leadership soviétique, la rapidité occidentale n'était pas une coïncidence militaire, mais une menace politique directe. À Moscou s'installa la suspicion. On craignait que les Allemands préfèrent se rendre aux alliés occidentaux et que ceux-ci acceptent. N'importe quel contact, réel ou imaginé, alimentait la méfiance. Depuis la propagande, on dénonçait une guerre inégale, une reddition sélective, une supposée indulgence. La tension diplomatique croissait au même rythme qu'avançaient les blindés. Bien que publiquement on parlât de coordination, en privé régnait l'inquiétude. Les communications entre commandements alliés et soviétiques devinrent froides, calculées. Chaque message était lu avec méfiance. La confiance s'érodait juste quand la fin semblait proche. Finalement, arriva l'ordre que personne n'attendait. Les forces états-uniennes devaient s'arrêter. Le fleuve marquerait la limite. Pour les soldats qui sentèrent déjà Berlin à portée, la nouvelle tomba comme un coup sec. Le moral s'en ressentit. La sensation d'être arrivé jusque-là pour s'arrêter au dernier moment fut difficile à assumer. À l'Est, la préparation atteignait une échelle jamais vue. Des millions de soldats,
des dizaines de milliers de pièces d'artillerie et une concentration de moyens sans précédent se déployaient face aux dernières défenses allemandes. Rien ne pouvait cacher ce qui était sur le point de se passer. Le silence préalable n'était pas le calme, c'était la contention. Les positions allemandes observaient, sachant que ce qui venait surpassait tout ce qui avait été vécu jusque-là. Certains soldats s'accrochaient à des rumeurs, à des espoirs impossibles, à l'idée d'un tournant inattendu. D'autres ne pensaient qu'à survivre. Dans les campements soviétiques, la nuit préalable était chargée de tensions. Les hommes se rasaient, écrivaient des lettres brèves, partageaient de la nourriture chaude. Ils savaient qu'à l'aube tout changerait. Les chansons, les souvenirs et les superstitions circulaient à voix basse. Il n'y avait pas de discours grandiloquent, seulement l'attente. Dans les postes de commandement avancés, les généraux observaient le terrain. L'un d'eux, situé sur une élévation clé, contemplait le champ qui s'étendait devant ses yeux. De là serait dominé l'accès direct à Berlin. Le plan était tracé. La puissance de feu accumulée n'avait pas de précédent. Quand commença le bombardement, le paysage se transforma en secondes. Le sol trembla, l'air devint irrespirable, et la ligne défensive allemande disparut sous une pression impossible à décrire sans recourir à des images extrêmes. Pour beaucoup de défenseurs, cela surpassa n'importe quelle expérience préalable. Les premières vagues avancèrent entre fumée, boue et bruit constant. La visibilité était minimale, les ordres se criaient, les décisions se prenaient en secondes. Dans certains secteurs, l'avance fut plus lente que ce qui était prévu. Dans d'autres, la résistance fut plus dure que ce qui était attendu. La confusion s'étendit par les deux côtés. Les innovations pensées pour faciliter l'avance ne fonctionnèrent pas toujours comme cela avait été prévu. Certaines ressources, conçues pour désorienter l'ennemi, finirent par affecter aussi ceux qui avançaient. La coordination devint chaotique en certains points. Même ainsi, la pression ne s'arrêta pas. Depuis Berlin, les habitants sentèrent l'impact lointain comme si la ville elle-même répondait au coup. Les murs vibraient, les objets tombaient et le bruit arrivait comme un présage. Les autorités parlèrent de résistance, mais dans les rues prédominait la peur silencieuse. Pendant ce temps, les commandements soviétiques ajustaient les plans sur la marche. La pression politique depuis en haut était constante. Chaque heure comptait. Chaque retard avait des conséquences. L'ordre était clair, avancer. Au sud, un autre front traversait des fleuves sous le feu, établissant des passages improvisés et poussant vers l'intérieur. La coordination entre grandes unités commençait à fermer l'encerclement. Berlin n'était plus une possibilité future, c'était un objectif immédiat. À ce point, le monde observait. Les puissances alliées regardaient vers le centre de l'Europe, conscientes que ce qui était en train de se passer ne déciderait pas seulement de la fin d'une guerre, mais de l'équilibre du monde qui viendrait après. Seelow ouverte, rivalité soviétique et la rupture définitive. La course vers Berlin se transforme en une compétition ouverte entre les fronts soviétiques. Après les conversations nocturnes du leadership à Moscou, la rivalité entre Zhukov et Konev cessa d'être dissimulée. Tous deux savaient que celui qui entrerait le premier dans la capitale définirait non seulement la fin de la guerre, mais le récit qui viendrait après. Zhukov, convaincu que Berlin lui appartenait par droit, réagit avec dureté à la stagnation dans les hauteurs de Seelow, tandis que Konev avançait avec décision depuis le sud. Le ciel couvert et la pluie légère laissèrent place à une amélioration du temps. L'aviation d'attaque put frapper avec une plus grande précision les positions allemandes restantes à Seelow. Dans la plaine de l'Oderbruch et sur l'escarpe, des villages, des fermes et de petits noyaux brûlaient encore. Chaque édifice était traité comme un possible poste de commandement. Le résultat fut une dévastation absolue, avec des villages entiers convertis en ruines fumantes et un paysage saturé par l'odeur persistante de la destruction. Après les lignes allemandes, les postes de secours s'effondrèrent. Les blessés surpassaient de loin la capacité médicale disponible. Le système de sélection priorisait uniquement ceux qui pouvaient retourner combattre. Des officiers désignés parcouraient les hôpitaux de campagne, cherchant des hommes capables de tenir une arme, même parmi les blessés légers, pour les retourner à la ligne. Dans les chemins improvisés, la police militaire arrêtait les traînards et les regroupait dans des unités improvisées. Des jeunes à peine entraînés, certains encore adolescents, étaient envoyés au front avec un équipement inadéquat. Leurs visages tendus apparaissaient à peine sous des casques trop grands.
Dans plusieurs secteurs, des groupes soviétiques tombèrent sur des redditions inattendues, suivis d'actes isolés de résistance désespérée de la part de combattants trop jeunes pour comprendre la magnitude de ce qui se passait. La résistance allemande n'avait pas disparu. Les défenses anti-chars et l'infanterie équipée d'armes portables réussirent à immobiliser de nombreux chars soviétiques. Dans certaines localités, les contre-attaques furent suffisamment intenses pour freiner momentanément l'avance. Cependant, la pression ne s'arrêtait pas. Les affrontements devinrent confus, avec des tirs croisés même entre unités propres. À Silo, les forces soviétiques réussirent à envelopper la ville, mais l'avance fut marquée par des erreurs de coordination. Des unités blindées restèrent sous le feu de leur propre artillerie. Pour contrecarrer les attaques à courte distance, les équipages improvisèrent des protections avec des matelas et des restes de mobilier, créant des blindages improvisés contre les charges creuses. Au nord du front, des unités allemandes composées en grande partie par des élèves et des cadets reculèrent vers des zones marécageuses. À peine restait-il des combattants debout. La discipline commença à s'effondrer. Les rumeurs d'accord avec les alliés occidentaux se répandirent, accélérant la désintégration. Au centre, une division aéroportée s'effondra complètement. Son commandant, incapable de contrôler des hommes sans expérience réelle de combat, subit un effondrement nerveux et fut relevé. La réalité contrastait brutalement avec la propagande qui, durant des années, avait exalté l'invincibilité de ces unités. Au sud, les forces de Konev rompirent la deuxième ligne défensive allemande et lancèrent leurs unités blindées vers le fleuve Spree. Les incendies de forêt, provoqués par les bombardements, rendaient l'avance difficile, mais la vitesse était prioritaire. Les commandants savaient qu'ils devaient traverser avant que l'ennemi puisse se réorganiser. Les chars traversèrent le fleuve sans attendre les ingénieurs, avançant directement à travers l'eau. La manœuvre surprit les défenseurs. Durant la nuit, de grandes formations blindées se déplacèrent vers l'intérieur, fermant des routes vitales. À Berlin, la confusion était absolue. Les ordres exigeaient de défendre chaque village et chaque rue, bien qu'il ne restât plus de munitions, combustible ni aliments suffisants. La machinerie administrative continuait de fonctionner avec une rigidité absurde, même tandis que les réfugiés faisaient s'effondrer les routes et que les propres combattants demandaient la permission pour abandonner des positions sans sens. Les réserves du régime s'épuisaient. Des unités étrangères des Waffen-SS furent déplacées précipitamment pour contenir la rupture, bien qu'elles arrivaient tard, mal approvisionnées et sans coordination. Les affrontements continuèrent sous des bombardements constants, avec des colonnes atteintes avant même d'entrer en combat. Quand le front se rompit définitivement, le repli se transforma en fuite. Soldats, véhicules et civils se mélangèrent dans un chaos sans contrôle. Des officiers tentaient d'imposer l'ordre à la pointe du pistolet. Dans les marges des routes restaient des corps, des restes d'équipements et des animaux abandonnés. Au même moment, au cœur du pouvoir, on tentait de maintenir une apparence de normalité. On organisa des actes symboliques, des discours et des cérémonies vides. La dernière apparition publique du dirigeant du Reich fut brève et rigide. Son état physique mettait en évidence l'usure extrême. Même ainsi, il insistait sur des promesses de victoires impossibles. Après les réunions formelles, la majorité des hauts cadres commença à abandonner la capitale sous différents prétextes. Des convois chargés de biens personnels partirent vers le sud. Ceux qui durant des années avaient exigé une résistance absolue, maintenant cherchaient à se sauver. La fuite devint si visible que même au sein de l'appareil militaire on la commentait ouvertement. En contraste, certains décidèrent de rester. On renforce la rhétorique de la loyauté totale et du sacrifice final. Les transmissions appelaient à une résistance absolue, ignorant que la ville était déjà entourée. Dans les rues, la population civile survivait entre sous-sols, files de rationnement et réfugiés improvisés. Le bombardement d'artillerie sur Berlin commença de forme systématique. Les impacts atteignaient des marchés, des places et des points de distribution d'eau. La vie quotidienne se réduisit à la recherche de nourriture et de refuge. La ville descendit rapidement à une existence primitive. Pendant ce temps, les forces soviétiques fermèrent le Cerco. Les communications allemandes s'effondrèrent. De grands centres de commandement furent évacués au dernier moment, laissant derrière des installations souterraines intactes qui surprirent les troupes qui les occupèrent. À l'intérieur du bunker, l'ambiance devint irrespirable. La tension, l'épuisement et la certitude de la faim provoquèrent des scènes de désordre. Des décisions irréversibles commencèrent à prendre forme, enveloppées dans un silence pesant.
La présence de familles complètes dans cet environnement confirma que le dénouement n'aurait pas de retour. Dehors, l'artillerie ne s'arrêtait pas. L'avance continuait depuis tous les flancs. Berlin n'était plus un objectif lointain. C'était un espace encerclé, isolé et condamné à se convertir dans la dernière scène de l'effondrement total du Troisième Reich. Maison par maison, siège urbain et effondrement humain. Pour la population civile, les consignes idéologiques avaient perdu tout sens. Sous le bombardement constant, la seule priorité était de résister un jour de plus. Et le pire était encore à venir. À l'est de la ville, des pièces de siège d'un calibre jamais vu avançaient lentement par des voies renforcées jusqu'à des positions proches de stations clés. Chaque projectile avait un poids colossal et son impact faisait trembler des quartiers entiers. Avec le passage des heures, toute sensation de protection se transforma en enfermement. L'eau potable passa pour être la ressource la plus précieuse. Une pompe manuelle qui fonctionnait encore à l'extérieur se convertit en un point vital. Ceux qui osèrent sortir avec des seaux le faisèrent sachant que c'était une zone constamment battue par l'artillerie. Certains ne revenèrent pas, mais ceux qui réussissaient à revenir étaient reçus comme des sauveurs. Au carrefour important, on leva des barrières anti-chars. La police militaire révisait la documentation et surveillait toute tentative d'abandonner des positions. Dans les sous-sols commencèrent à apparaître des soldats et des officiers habillés en civil. Pour beaucoup, abandonner le combat ne semblait plus une faute, mais une réaction compréhensible. L'image du sacrifice héroïque enseigné dans les écoles se heurtait à la réalité d'une ville encombrée, affamée et sans issue. À partir de ce point, la peur cessa de s'exprimer en gestes et commença à dicter des décisions. L'instinct d'accumuler s'étendit par toute la ville. N'importe quelle rumeur sur des aliments provoquait des avalanches. Des wagons arrêtés, des magasins abandonnés et des boutiques fermées étaient pillés en question de minutes. Durant l'un de ces épisodes, une attaque aérienne surprit un groupe de civils. Certains réussirent à se couvrir, d'autres non. Les objets ramassés perdirent toute valeur face à la brutalité du moment. Toutes les histoires qui circulèrent n'étaient pas vraies. On parla d'explosions délibérées, d'édifices sautés après avoir permis le pillage, de châtiments exemplaires. En réalité, beaucoup d'installations furent occupées par des unités qui avaient besoin de points élevés pour observer l'avance ennemie. Avec l'électricité coupée et les radios muettes, la rumeur devint la seule source d'information. Depuis l'air, commencèrent à tomber des millions de feuilles imprimées. Des messages adressés aux soldats et civils insistaient sur le fait que continuer à lutter manquait de sens. Certaines servaient comme sauf-conduit. D'autres tentaient de tranquilliser la population, promettant sécurité et ordre. On organisa aussi des émissions de radio avec des voix sélectionnées pour générer de la confiance. L'impact réel de ces actions ne fut pas tant dans le papier, mais dans les histoires transmises de bouche à oreille par ceux qui avaient traversé les lignes et revenaient. Pendant ce temps, de hauts commandements du régime continuaient de se déplacer entre des casernes improvisées. Un maréchal en vint à s'entretenir avec le commandement d'une armée formée en grande partie par des jeunes sans expérience. Son ton fut autoritaire, théâtral, déconnecté de la réalité. Le commandant de cette armée, en revanche, avait un autre objectif: ouvrir un couloir vers l'ouest pour permettre que des civils et soldats s'échappent de l'encerclement. Pour lui, il ne s'agissait plus de sauver des symboles, mais des personnes. Dans ce contexte, le commandement de la défense de Berlin changea de main de forme abrupte. Un général passa d'être condamné à diriger la résistance de la ville en question d'heures. Ses forces étaient un ensemble fragmenté de restes de divisions, d'unités étrangères, de milices et d'adolescents armés de lanceurs anti-chars. La ville fut divisée en secteurs, avec un anneau extérieur et un autre intérieur, appuyés sur des lignes ferroviaires et des canaux. Les tours anti-aériennes, avec d'épais murs de béton et de l'artillerie lourde, devinrent des refuges improvisés pour des milliers de blessés et de civils. La disproportion était évidente. Des dizaines de milliers de défenseurs, beaucoup mal armés, face à un nombre écrasant de troupes attaquantes. Les chars disponibles pouvaient se compter avec facilité. Certaines unités n'existaient que sur le papier. Même ainsi, on ordonna des contre-attaques locales depuis des aérodromes et des avenues larges, appuyées par les quelques véhicules qui pouvaient encore se mouvoir. À l'intérieur du bunker du pouvoir, l'activité ne s'arrêtait pas. On accumulait des rapports, des visites inattendues et des scènes de tension.
De vieilles loyautés se craquelaient. Des messages arrivés depuis le sud déchaînèrent des accusations de trahison. Des décisions fulminantes écartèrent des figures historiques du régime, qui passèrent de successeurs désignés à des prisonniers surveillés. Les adieux se succédaient dans des chambres étroites. Des conversations triviales se mélangeaient avec des décisions définitives. Certains s'accrochaient à la création d'un récit final. D'autres s'occupaient de détruire des documents personnels, de la correspondance et des objets compromettants. Tout devait disparaître. Pendant ce temps, dans les marges de la ville, des troupes étrangères arrivaient pour s'intégrer dans la défense. Un petit contingent traversa des routes saturées de réfugiés et des colonnes en retraite. Ils avancèrent par des forêts et des chemins secondaires pour éviter des attaques aériennes. Épuisés, ils atteignirent finalement la capitale et se déployèrent dans des secteurs déjà effondrés. Le combat urbain devint total. Chaque carrefour, chaque station, chaque parc était disputé. Les forces attaquantes avancèrent maison par maison, utilisant de l'artillerie lourde à courte distance. Les défenseurs recouraient à des embuscades depuis des sous-sols et fenêtres basses. Les jeunes imitaient des tactiques apprises en toute hâte. Les pertes augmentaient sans pause. Dans certains quartiers, l'arrivée des troupes ennemies déchaîna des scènes chaotiques. Des civils tentèrent de se cacher, de se déplacer en groupe ou d'improviser des refuges alternatifs. Les nuits étaient particulièrement craintes. Les familles prenaient des décisions extrêmes pour se protéger. Beaucoup d'expériences resteraient marquées pour toujours, bien que toutes ne seraient pas racontées. Les hôpitaux s'effondrèrent. Sans eau ni anesthésie suffisante, l'attention se réduisit à l'essentiel. Beaucoup de blessés furent soignés dans des sous-sols par des femmes sans formation médicale. Pour éviter des représailles, les uniformes étaient retirés et brûlés. N'importe quelle arme abandonnée était faite disparaître immédiatement. La lutte continua d'avancer vers le centre. Des canaux et des avenues devinrent les dernières lignes naturelles. Depuis l'ouest et le sud, de nouvelles unités fermaient l'encerclement. L'administration soviétique commença à s'organiser même avant la fin des combats, désignant des responsables civils et assurant des infrastructures clés. L'avance ne fut pas uniforme. Certaines zones résistèrent durant des heures, d'autres tombèrent rapidement. Au milieu du chaos, on assura des installations scientifiques et des centres stratégiques dont l'importance allait beaucoup plus loin que la bataille immédiate. À la tombée de la nuit, Berlin brûlait en de multiples points. Le bruit constant de l'artillerie, les incendies et le mouvement de troupes ne laissèrent pas de place au silence. La ville, isolée et fragmentée, s'approchait de son dénouement final. Albe et le bunker, fuite par les forêts et extinction du pouvoir. Dans les forêts au sud de Berlin, le front cessa d'exister comme une ligne reconnaissable. Entre des pinèdes denses et des chemins de sable, les restes de l'armée allemande avançaient sans référence claire, dispersés en petits groupes qui s'ouvrèrent chemin entre les arbres et les clairières improvisées. L'absence d'axe défini faisait que des unités entières perdèrent contact entre elles, et pour beaucoup d'officiers, cette confusion spatiale reflétait l'effondrement définitif. En une seule journée de marche, on croisait d'anciennes limites opérationnelles, confirmant que la structure défensive avait cessé d'exister. Le 20e corps du général Wenck lança une avance vers l'est, avec l'objectif de lier avec la 9e armée, piégée au-delà des lignes de ravitaillement soviétiques. Des jeunes de division formés par le service de travail du Reich entrèrent en combat près de Treuenbrietzen, tandis que d'autres unités avancèrent vers Belitz sans savoir ce qu'elles trouveraient. Le terrain, une combinaison de plantations jeunes et de pinèdes matures, convertissait chaque mouvement en une exploration armée. Près de Belitz, les combats atteignirent des zones hospitalières. Le son de l'artillerie arriva sans avis clair de sa provenance. Au milieu du chaos, surgit la confusion de si les troupes qui s'approchaient pouvaient être occidentales. La bataille se prolongera durant des jours et devint particulièrement amère. On n'accepta pas de reddition, et le choc laissa une traînée de morts parmi les combattants et la population locale. Les soldats les plus jeunes, certains décrits par les civils comme des enfants avec uniforme, réagirent avec panique à la première rencontre avec des chars soviétiques, bien qu'avec le passage des jours, ils réussirent à en détruire plusieurs en utilisant des armes anti-chars portables. Même ceux qui firent l'éloge de leur courage reconnurent que les envoyer là était une tragédie. Les blessés et malades furent évacués dans des trains improvisés vers l'ouest, où ils finirent sous garde états-unienne. Wenck, cependant, assigna des priorités différentes à son armée.
ouvrir un couloir vers Potsdam et aider la 9e armée à s'échapper. Dans les grandes forêts de la Spree se concentrèrent des dizaines de milliers de soldats et civils provenant de différents corps et armées. La majorité appartenait à la 9e armée du général Buss, renforcée par des restes d'unités cuirassées et des garnisons qui réussirent à rompre l'encerclement. Buss décida d'avancer directement vers l'ouest pour s'unir à la 12e armée et se retirer vers l'Elbe. Il rejeta les ordres qui exigeaient des attaques vers Berlin, conscient qu'elles provoqueraient seulement plus de morts inutiles. Les communications se détériorèrent jusqu'au point que beaucoup d'ordres cessèrent simplement d'être reçus. La faim était extrême. Les véhicules se maintenaient en mouvement jusqu'à épuiser le combustible, et ensuite ils étaient abandonnés ou démontés. Les quelques unités cuirassées restantes devinrent la pointe de lance, alimentées avec du combustible extrait de camions abandonnés. Les forces soviétiques fermèrent l'encerclement depuis le nord et l'est. Zhukov lança des attaques avec des armées adaptées au combat en forêt, tandis que Konev bloquait les routes prévisibles d'évasion, abattant des arbres pour créer des barrières. Malgré les mouvements rapides, il resta un point faible entre deux armées soviétiques. À l'aube, l'avant-garde allemande le trouva par hasard, traversa l'autoroute Berlin-Dresde et atteignit une route clé de ravitaillement. La réaction soviétique fut immédiate, avec des contre-attaques lancées sans information claire et un usage massif d'aviation et d'artillerie qui poussa beaucoup d'Allemands de retour à la forêt. Les combats devinrent chaotiques. Les chaînes des chars n'accrochaient pas bien au sol sableux et les chemins restaient sous une constante attaque aérienne. Quand on détecta un groupe avançant vers l'ouest, la nouvelle arriva au haut commandement allemand. Depuis Berlin, on envoya des messages exigeant que l'objectif principal soit de sauver la capitale, non d'évacuer des forces. Il n'y eut pas de réponse depuis la forêt. Durant la nuit et le jour suivant, on renouvela les tentatives de rupture sur plusieurs axes. Certaines unités réussirent à pénétrer des lignes soviétiques, capturèrent des villages et encerclèrent des régiments ennemis, mais les contre-attaques et le feu concentré causèrent des pertes énormes. Dans les pinèdes autour de Halbe, l'artillerie et les bombardements convertirent le terrain en un enfer continu. Les projectiles explosaient dans les cimes des arbres, lançant des éclats mortels dans toutes les directions. Creuser des refuges était presque impossible, et la panique s'étendit même parmi les vétérans. Le manque de lignes claires faisait que les rencontres étaient soudaines et létales. Des véhicules chargés de soldats blessés se mélangeaient avec des civils et des animaux. Les incendies de forêt remplissaient l'air de fumée épaisse, réduisant la visibilité et désorientant tout le monde. Les différentes branches de l'armée allemande se mélangèrent sans commandement effectif, avec une méfiance croissante entre elles. La discipline s'éroda jusqu'au point que surgirent des affrontements internes. Après l'échec des premières tentatives, de petits groupes cherchèrent des routes alternatives. Certains traversèrent des routes défendues et continuèrent vers des points de réunion accordés, tandis que d'autres restèrent piégés et furent détruits. Dans la nuit, on lança un nouvel effort massif depuis Halbe. Une partie de la ligne soviétique fut rompue, mais le prix fut très élevé. Konev renforça les flancs et organisa des défenses en profondeur avec des armes anti-chars cachées et des attaques systématiques à l'intérieur de la forêt. Des avions de reconnaissance volèrent bas pour signaler des objectifs et les chiffres de pertes augmentèrent sans contrôle. Pour ceux qui erraient sans carte ni boussole, trouver l'ouest était presque impossible. Le ressentiment contre les officiers d'état-major grandit et le sol resta couvert de corps. Certains soldats se rendirent, conscients que la fin était proche. Autour de Halbe, la lutte devint unilatérale et dévastatrice, affectant aussi la population locale réfugiée dans les sous-sols. Même ainsi, une partie des forces réussit à s'ouvrir chemin. Des dizaines de milliers de soldats et plusieurs milliers de civils traversèrent 3 lignes soviétiques et atteignirent les positions de Wenk près de Belitz. Là, entre la forêt et l'Elbe, l'espoir et le désespoir continuèrent de s'alterner. Pendant ce temps, le commandement allemand se désintégrait. Le quartier général du groupe d'armées Vistula perdit le contact avec Buss. Dans le nord, l'avance soviétique força des retraites non autorisées. Des officiers furent destitués pour avoir désobéi à des ordres impossibles, et certains retardèrent délibérément leur présentation pour éviter des représailles. La structure de commandement cessa de fonctionner comme un tout. À l'intérieur de Berlin, la retraite vers le centre intensifia la brutalité interne.
des groupes d'exécution agirent avec une plus grande urgence, bien que certains commandants les expulsèrent de leur secteur sous menace. La situation pour les combattants et civils empira rapidement. Rareté d'eau, épuisement extrême et effondrement nerveux généralisé. Des bunkers saturés et des tunnels devinrent des routes d'évasion nocturnes. Les forces soviétiques avancèrent depuis plusieurs axes et bientôt se trouvèrent les unes avec les autres au milieu de la ville, créant une confusion opérationnelle. Le front défensif allemand se réduisit à une frange étroite qui allait de l'est à l'ouest de Berlin. Depuis des positions élevées, des officiers allemands observèrent une ville en flammes, couverte de fumée et de ruines. Malgré cela, depuis le bunker, on continuait de diffuser des rumeurs de salut et de négociations inexistantes. Dans le cœur du pouvoir, la trahison devint une obsession. Les nouvelles de contacts secrets avec les alliés occidentaux déchaînèrent des réactions furieuses. De hauts cadres furent arrêtés, interrogés et éliminés. On ordonna des missions désespérées, comme l'évacuation aérienne d'officiers blessés pour réorganiser des forces inexistantes. Même dans ce contexte, on mena à bien des actes formels qui contrastaient avec l'effondrement total aux alentours. Durant ces heures, Berlin se transforma en un espace sans règles claires. Les autorités civiles disparurent et la survie quotidienne se réduisit à se réfugier, chercher de la nourriture et éviter les combats. L'avance soviétique atteignit des édifices symboliques, des prisons et ministères, qui furent pris après d'intenses assauts. À chaque pas, les pertes augmentaient et la sensation de fin imminente se faisait évidente. Au nord du centre, les troupes soviétiques s'alignèrent pour l'assaut à l'édifice qui s'était converti en symbole du régime. Malgré la proximité, les commandants savaient que le dernier tronçon serait le plus coûteux. Les tirs croisés, les obstacles improvisés et les défenses souterraines convertissaient chaque mètre en une lutte sanglante. Tandis que les restes du commandement allemand tentèrent de gagner du temps au moyen de négociations sans autorité réelle, la ville était réduite systématiquement par l'artillerie. L'encerclement se ferma complètement, les communications s'effondrèrent et les derniers messages exigeaient une loyauté qui ne pouvait plus se soutenir. Dans ce scénario d'effondrement extérieur, à l'intérieur du bunker, l'activité resta réduite à des mouvements brefs et des conversations à peine perceptibles. Les déplacements se limitèrent à des parcours courts et les échanges de paroles se firent rares. Dans les couloirs étroits commencèrent à se produire des adieux discrets, des gestes rapides et des regards qui évitaient de se prolonger. Une partie du personnel reçut des instructions finales et l'autorisation de se retirer, tandis que d'autres restèrent à leur poste sans savoir s'ils seraient de nouveau requis. De manière progressive, plusieurs zones internes furent fermées, séparant les pièces privées du reste du complexe souterrain. Durant la madrugada du 29 avril de 1945, dans cet environnement isolé et sans diffusion publique, Adolf Hitler contracta un mariage civil avec Eva Braun. La cérémonie fut brève et se réalisa en présence d'un nombre très réduit de témoins du cercle immédiat. L'événement ne fut pas communiqué à l'extérieur et n'altéra pas la situation militaire ni administrative du régime. Dans les heures suivantes, le dirigeant du Reich resta définitivement à la marge de la chaîne de commandement. Les communications directes cessèrent d'être utilisées et on n'émit pas de nouveaux ordres avec valeur opérative. Les aides les plus proches restèrent hors des pièces réservées, sans intervenir ni recevoir d'instructions additionnelles. L'après-midi du 30 avril de 1945, à l'intérieur du bunker de la chancellerie du Reich, Adolf Hitler mourut. Après ce moment, il ne se produisit plus aucune activité de commandement associée à sa figure. L'accès aux dépendances privées resta fermé et on n'émit pas de communiqués immédiats au personnel ni aux unités en combat. Depuis lors, le centre de pouvoir cessa d'exister comme référence réelle. Le leadership qui avait dirigé l'État allemand durant plus d'une décennie resta éteint sous terre, tandis qu'à la surface, les combats continuaient sans interruption. Le passage du temps cessa de se marquer par des horloges et commença à se percevoir uniquement à travers les explosions lointaines et d'un silence prolongé qui ne se rompait plus. Reddition et occupation, l'acte qui clôtura une ère. L'aube du 1er mai trouva le centre de Berlin dans un état d'épuisement absolu. Des soldats soviétiques dormaient appuyés contre des murs détruits, étendus sur des trottoirs couverts de poussière, utilisant des restes de portes comme oreillers improvisés. Certains réajustaient des bandages aux pieds, d'autres restaient immobiles,
sans savoir que l'homme qu'ils avaient combattu durant des années n'était plus en vie. Parmi les prisonniers allemands, on entendait encore des moqueries, étrangers à la réalité qui s'était scellée des heures auparavant sous terre. À l'intérieur du complexe gouvernemental allemand, l'information circulait de forme fragmentée et restreinte. Pendant ce temps, les combats continuaient avec la même violence. Les négociations avaient échoué. L'exigence soviétique était claire et n'admettait pas de conditions. Le rejet depuis le côté allemand provoqua une reprise immédiate du bombardement. Les batteries d'artillerie et les lance-roquettes recommencèrent à décharger leur puissance contre des édifices déjà en ruine. La peur d'une infiltration par les tunnels souterrains conduisit à des décisions désespérées. Une explosion dans le réseau ferroviaire souterrain provoqua l'inondation de larges tronçons de tunnels. Des milliers de personnes se trouvaient réfugiées là en bas. L'eau avança lentement, créant des scènes de panique dans l'obscurité. Même ainsi, le nombre réel de victimes ne put jamais s'établir avec certitude, et beaucoup de corps entraînés par le courant appartenaient à des personnes qui étaient déjà mortes préalablement par blessure ou épuisement. Pendant ce temps, dans le Reichstag, la lutte continuait chambre par chambre. Le drapeau rouge avait déjà été hissé, mais le combat n'était pas terminé. Des soldats épuisés, couverts de poussière et avec la gorge brûlée par la fumée, continuaient de tirer entre des colonnes démolies et des escaliers fracassés. Seulement à la fin de l'après-midi, les derniers défenseurs commencèrent à sortir des sous-sols, remettant les armes. L'édifice était resté converti en un symbole dévasté de l'effondrement final. D'autres points fortifiés résistaient encore. De grandes tours anti-aériennes et des forteresses urbaines, pleines de civils terrorisés et blessés, se virent entourées. Dans plusieurs cas, des émissaires traversèrent les lignes sous des drapeaux improvisés. Les redditions se produisirent après de tendues négociations, où la peur de représailles était palpable. Quand les garnisons sortirent finalement à l'extérieur, les soldats furent désarmés et les civils libérés, sortant à la lumière après des jours ou des semaines sous terre. En parallèle, des groupes dispersés tentaient de s'ouvrir chemin vers l'ouest. Des colonnes désorganisées de soldats, véhicules sans combustible et civils épuisés avançaient entre bombardements et embuscades. Certains réussirent à traverser des fleuves et lignes ennemies. La majorité fut capturée ou dispersée. Le désordre marqua ces dernières heures, avec des unités qui se désintégrèrent sur la marche et des commandements qui disparaissaient sans laisser d'instructions. À l'intérieur du complexe central du pouvoir allemand, l'activité était frénétique. Des documents se ramassaient précipitamment, des groupes se formaient pour abandonner la zone, et des routes d'évasion s'improvisaient entre ruines et rues illuminées par des incendies. Certains réussirent à se cacher durant des heures ou jours avant d'être découverts. D'autres disparurent pour toujours dans le chaos nocturne. Dans la madrugada du 2 mai, les transmissions allemandes sollicitèrent un cessez-le-feu. Peu après, la reddition formelle fut acceptée. Les armes commencèrent à se taire dans la capitale. Des prisonniers sortirent d'édifices officiels, de sous-sols et de prisons improvisées. Dans certains lieux, les premiers soldats soviétiques qui entrèrent offrirent de la nourriture et de l'assistance médicale. Dans d'autres, la peur persistait, alimentée par des années de propagande et par des expériences récentes. La ville présentait un panorama irréel. Des colonnes de prisonniers avançaient entre les décombres, tandis que des civils couvraient des corps avec des couvertures ou des papiers. Les cuisines de campagne commencèrent à répartir des rations. Au même moment, des équipes spécialisées initièrent la recherche de documents, archives et restes humains de haut intérêt politique. Le contrôle du récit devint aussi important que la victoire militaire. Dans les jours suivants, le focus se déplaça vers la confirmation de ce qui s'était passé dans les derniers moments du leadership allemand. Les interrogatoires se multiplièrent. Des registres, restes matériels et témoignages furent analysés avec un extrême secret. L'information ne se diffusait pas. L'incertitude alimenta des rumeurs à l'intérieur et hors de l'Allemagne. Pendant ce temps, la guerre continuait au-delà de Berlin. De grandes formations allemandes continuaient de combattre ou de se déplacer vers des zones contrôlées par les alliés occidentaux. Les redditions se succédaient sur différents fronts. Des signatures, documents et cérémonies marquèrent la clôture officielle du conflit en Europe, d'abord à l'ouest et ensuite, de forme définitive, dans la capitale allemande. La cérémonie finale eut lieu dans un édifice militaire à l'est de Berlin. Des délégations alliées occupèrent leur position. Les représentants allemands entrèrent en silence. Les documents furent signés. Quand ils abandonnèrent la salle,
le poids de l'histoire resta suspendu quelques secondes dans l'air avant de se dissoudre dans un murmure général. La guerre était terminée. La victoire n'apporta pas de repos immédiat. L'occupation révéla une ville à la limite de la survie. Des millions manquèrent de logements. Les systèmes de transport étaient détruits. Les hôpitaux fonctionnaient de forme précaire. Des femmes organisées en chaînes humaines commencèrent à retirer les décombres. La vie tentait de reprendre entre des ruines fumantes. Au même moment, on mit en marche une vaste opération de contrôle politique et militaire. On identifia les responsables, on réquisitionna les ressources, on transféra les spécialistes et on imposa de nouvelles structures de pouvoir. Le triomphe eut un haut coût humain, tant pour les vaincus que pour les vainqueurs. Avec le passage des semaines, le récit de la fin alla se fixant. Symboles, cérémonies et silences définirent la mémoire officielle. La capitale défaite se convertit dans la scène où se termina une ère. Entre des édifices démolis et des rues balayées par des femmes épuisées, le Troisième Reich cessa d'exister.